Radio Gidon, vous êtes l'invité, Cédric Villani, bonjour. Bonjour Frédéric Aziza. Alors de l'immigration à la réforme des retraites en passant par la PMA et ou le réchauffement climatique, le message de la majorité est-il unanime? Et puis à 5 mois des élections municipales, comment Emmanuel Macron et la majorité, et sa majorité, et votre majorité, Cédric Villani, pourrait-il renouer avec la martingale gagnante de 2017? Au-delà, quels sont les enjeux de la bataille de Paris, puisque vous êtes candidat à la mairie de Paris, une bataille qui vous oppose à Cédric Villani, à Anne Hidalgo, mais surtout à Benjamin Griveaux. Et on va bien entendu commencer par la disparition de Jacques Chirac. Vendredi, vous avez salué sa mémoire en évoquant sa marionnette des Guignols. Est-ce à dire que vous retenez plus le côté empathique de l'ancien président que son action? Chirac, pour moi, c'est avant tout un style marquant et c'est bien ça que j'ai rappelé. Vous faites allusion à la marionnette des Guignols que je n'ai évoquée qu'avec tendresse. Et après avoir rappelé la stature d'homme d'État que Jacques Chirac avait acquise aussi dans ses actions qu'on a tous en tête, son opposition à la guerre en Irak, la façon dont il a alerté le monde entier sur la maison qui brûle, le désastre écologique qui se prépare, et bien sûr le travail considérable de mémoire pour la rafle du Veldiv. Mais avant tout, ce qu'on retient de Chirac, et ce qui fait que c'était un personnage qui entraînait, suscitait une grande tendresse pour beaucoup de Français, c'est ce style très empathique, au contact, son énergie inépuisable, la façon dont il a conquis l'hôtel de ville en 1977, arpentant toutes les rues de la capitale, serrant toutes les mains, allant à la rencontre. Un style proche, direct, en empathie. C'est le modèle dont vous reconnaissez, dont vous pourriez être le lointain héritier, le modèle Chirac, maire de Paris. Outre le fait qu'il y a une connivence dans le fait que je suis né en Corrèze, je me retrouve dans le Chirac en campagne tous les jours. Quand il s'agit d'aller à la rencontre des citoyens, quand il s'agit de s'adresser aux uns et aux autres, et puis ce modèle, ne jamais abandonner, toujours l'énergie. Encore il y a quelques dizaines de minutes, dans la rue, une passante venait me dire « Allez-y, monsieur Villani, tenez bon, souvenez-vous de Chirac, il n'abandonnait jamais, même quand il était au fond du trou, on compte sur vous. » Je suis témoin, je confirme, hein, c'était juste en bas des yeux de la radio. Hein, la personne vous a encouragé en rappelant justement l'héritage de Jacques Chirac. Alors, il y a un sondage qui a été publié aujourd'hui par le JDD. Il indique que pour 30% des Français, Jacques Chirac et Charles de Gaulle, au même niveau, sont les présidents qui ont le mieux occupé la fonction, devant François Mitterrand 17%, Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy 7%, Georges Pompidou 5%, Valéry Giscard d'Estaing 3%, et enfin François Hollande 1%. Est-ce justifié? Est-ce juste? Est-ce injuste? Je pense que ces chiffres, une telle disparité de chiffres, s'explique en partie par le contexte de l'émotion du décès du président Chirac. Et je ne pense pas qu'on puisse faire un tel classement dans l'absolu avec des disparités. Vous diriez quoi, vous aussi? Vous diriez quoi, vous aussi, bon, je mettrais le général de Gaulle en premier, c'est certain, pour la façon dont il a occupé la fonction, dont il a incarné et dont il a remodelé nos institutions. Et tout président, par la suite, a toujours été comparé en creux, en positif, tout ça, au général de Gaulle. C'est l'emblème de notre 5e République, avec ces institutions qui ont leurs avantages, qui ont leurs inconvénients, et avec lesquels nous composons. Et alors les autres présidents, Mitterrand, Giscard, Sarkozy, François Hollande, et puis Emmanuel Macron, vous les mettez à quel niveau? Je vais pas. Emmanuel Macron, bien entendu, qui n'a pas terminé son mandat. D'abord, comme vous le dites, il y a un mandat qui n'est pas terminé. Il y en a d'autres qui sont tout récents dans la mémoire, d'autres pour lesquels le mandat est bien passé. On ne peut pas juger de la même manière ceux pour lesquels on a du recul et ceux pour lesquels on est le nez dans le guidon. Mais ce qu'on retient de ce sondage, même si c'est toujours compliqué d'interpréter des sondages, Chirac le meilleur président de la 5e et François Hollande le pire. C'est justifié? Je pense que ce qui transparaît derrière ce sondage-là, à travers Chirac et Hollande, sont certainement les questions de personnalité ressentie. Et le 1% est certainement injuste pour François Hollande. Le 30% nous rappelle combien la personnalité, le style d'homme politique de Chirac a eu une résonance considérable. C'est pour ça que vous dites, moi quand je fais campagne, je veux faire campagne comme Jacques Chirac. Vous savez, c'est une expression que j'ai employée il y a quelques semaines. Je l'ai mis dans une interview
interview à la montagne, j'expliquais que quand je pars pour un bain de foule, je me dis dans ma tête, allez, on y va en mode Chirac. On y va en mode Chirac. Une précision, donc vous avez retenu à l'instant, il y a quelques instants, donc les faits certaines décisions qui ont pu marquer le mandat de Jacques Chirac, donc le Chirac du non à la guerre en Irak, celui de la suppression du service militaire. D'ailleurs, vous aviez fait votre service ou pas ? Non. Hein, vous n'étiez pas plus en âge de le faire. Voilà. C'était pour... il y a eu un moment, alors on peut regretter que le débat sur le service national ait manqué à cette occasion. Mmh. Et ça a été c'est quelque chose dont on ressent le besoin maintenant qu'il y a encore la question qui se repose. Est-ce qu'on veut un service civique, de quelle nature? Et je pense donc la décision prise par Emmanuel Macron, voilà. Ça allait dans le sens de l'histoire, la décision prise par le président Chirac, mais on aurait pu avoir un débat à ce moment-là, et le débat mis sur la table par le président Macron va aussi dans la bonne direction. Donc discours du Veldiv, ça vous l'a rappelé. Discours du Veldiv, très important. Discours sur les justes. 12 ans après, bien très sûr. Important aussi. Référendum perdu sur la Constitution européenne de 2005, ça c'est peut-être un élément un peu moins positif. Le grand européen que je suis ne peut que le déplorer, mais aussi je regrette qu'on n'ait pas su à cette époque-là, à l'époque du débat, mettre sur la table les vraies questions. Avant de se poser la question des institutions, il faut se dire qu'est-ce qu'on veut faire entre Européens. Et tout mon militantisme européen depuis 2010 a été basé là-dessus. Qu'est-ce qu'on veut faire entre Européens, que nos enfants entre pays d'Europe se rencontrent, que nos actions soient partagées, que sur toutes sortes de sujets tels que l'immigration, tels que la santé, tels que l'économie, le progrès en général, l'environnement, l'Europe puisse parler d'une voix unie. Discours de Johannesburg sur le climat, notre maison brûle et nous regardons ailleurs, ça vous a marqué, vous dites c'est très positif. Mais alors ce qui reste de ça c'est quoi? Qu'est-ce qui a été fait concrètement? Et ce qui est très important aussi, même si ça a été très critiqué, l'addition dans la Constitution de cette charte de l'environnement qui indiquait bien qu'on veut placer au plus haut niveau ce qui a trait à l'environnement. Autre chose, donc oui, ce qu'on retient aussi, c'est le coup de gueule de Jérusalem face aux soldats israéliens. C'était en anglais. Oui. Est-ce que c'était une bonne chose? Est-ce que c'était une attitude présidentielle qui a montré quel était qui a montré quel était le sens de la diplomatie française? Alors, il y avait le pour et le contre, si l'on veut, mais ça montrait en tout cas une très grande détermination. Grande détermination, mais qui a choqué en Israël et qui a choqué aussi les Juifs français. En partie. Et qui a choqué aussi, c'est pour ça qu'on est dans un sujet et sur une partie du monde où on ne fait jamais assez de diplomatie. Diplomatie, dialogue, diplomatie, tel est mon credo. Je crois que c'était 1990, le bruit et les odeurs. Je pense une formule dont il aurait pu se passer. Ouais. Et je pense qu'en cette période de deuil, ce n'est pas le moment que de commenter les maladresses. Et il a démontré ensuite que pour lui... Il a démontré ensuite, absolument. Et on doit lui rendre cet hommage. Il a toujours su tracer le cordon, la digue entre la droite sociale qu'il incarnait et l'extrême droite. Et aujourd'hui où l'on vient d'entendre, juste hier, des discours d'une violence incroyable dans cette convention de la droite ainsi nommée, il faut se rappeler le courage avec lequel Jacques Chirac a su toujours tracer cette barrière. Puisque vous en parlez, un mot justement sur ce discours d'Éric Zemmour. On parlera aussi de Marion Maréchal Le Pen ou ex-Le Pen. Donc Zemmour qui a donc une nouvelle fois repris à son compte la théorie du grand remplacement autour de charges très violentes contre l'islam et l'immigration. Un discours, peut-être que c'est un sentiment qui n'est pas partagé par tout le monde, quasi pétainiste d'Éric Zemmour. Qu'est-ce que cela dit de l'évolution du débat politique? Je ne comprends pas ce que cherche Éric Zemmour. Je l'ai vu en de nombreuses occasions, à titre personnel, quand j'avais travaillé sur le dossier Maurice Audin faisant partie de ceux qui ont incité le président Macron à rendre à regarder l'histoire en face avec cette lettre qu'il avait portée à Maurice Audin, rappelez qui était ce Maurice Audin. Maurice Audin, c'était ce mathématicien, militant communiste, militant de l'Algérie indépendante, qui a été enlevé, torturé, assassiné par l'armée française en 1957, comme bien d'autres, et dont le sort est devenu emblématique. Et cette question posée dès 1957, qu'est-il arrivé à Maurice Audin? C'est seulement 61 ans plus tard que le président Macron apporte la réponse complète, du moins une reconnaissance de la responsabilité de l'État
français, et une reconnaissance qui se veut objective, qui montre qu'il ne faut pas jeter le blâme sur tel ou tel, mais regarder l'histoire en face, un vrai travail de réconciliation. Et là-dessus, donc le discours d'Éric Zemmour, oui. Et là-dessus, Éric Zemmour arrive en disant Maurice Audin aurait été jugé avec 12 balles dans la peau car c'était un traître. Vraiment pas le genre de parole qui aide à apaiser au moment où il s'agissait de regarder la mémoire en face. Et quand j'entends le discours d'hier, je me dis que Éric Zemmour fait partie de ces personnes qui aiment bien souffler sur les braises pour lancer les incendies. Pour lancer les incendies, pompiers pyromanes ou pyromanes tout court. Convention à droite, donc avec lancé par Marion Maréchal Le Pen, qui cherche donc, avec Éric Zemmour, à faire sauter les digues entre la droite et l'extrême droite. Qu'est-ce que cela vous inspire, justement, au moment où l'ancien président Jacques Chirac décède? Et je le dis à nos collègues de la droite sociale, droite républicaine, pour le coup, vous pouvez prendre exemple sur le président Chirac en l'occurrence. Et c'est cela que l'histoire retiendra. Alors, autre question, Cédric Villani, puisque vous êtes candidat à la mairie de Paris. Il y a eu donc le Chirac président et il y a le Chirac maire de Paris. Votre modèle, on a parlé du modèle Chirac, aujourd'hui c'est qui, c'est quoi? C'est le modèle Chirac ou c'est le modèle Hidalgo? Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire exactement, modèle Chirac, modèle Hidalgo. Par rapport à ce qu'ils ont fait, par rapport à ce qu'ils ont fait. Il y a eu les uns et les autres. On sait qu'on retrouve dans le livre de Delanoë tout. Et il y a aussi Bertrand Delanoë. On précise les choses. Bertrand Delanoë qui a fait campagne, qui a été élu en faisant campagne contre le système Chirac. C'est effectivement ce qu'il dénonçait dans son ouvrage de 2001. Au-delà de ce qu'il dénonçait, on va retenir que sous la mandature de Jacques Chirac à la mairie de Paris, il y a eu des actions de progrès. Il y a eu la création du SAMU social, il y a eu la mise en place du palais omnisport Paris-Bercy, il y a eu un certain nombre d'améliorations, même des choses techniques par rapport aux chaînes de froid dans les cantines, et un vrai travail qui a été accompli, et des choses qui sont encore inspirantes. On ne peut pas dire que tout était parfait, mais il faut savoir voir les choses importantes en face. Et ce SAMU social, peut-être, est quelque chose qui doit rester dans la mémoire. Vous dites bilan positif de Jacques Chirac à la mairie de Paris ? Bilan contrasté. Bilan contrasté. Et Anne Hidalgo. Parce qu'on précise, Anne Hidalgo, vous avez été présidente de son comité de soutien. Oui. Et alors aujourd'hui, vous dites quoi ? J'ai bien fait ou ça a été une erreur Je dis que la soutenir ? En 2014, le programme d'Anne Hidalgo se lançait sur des valeurs, des axes très importants. Il y avait l'écologie, il y avait l'innovation, il y avait le social, et en particulier sur l'écologie. Si aujourd'hui je fais campagne contre Anne Hidalgo, c'est parce que je ne me satisfais pas du bilan. Et le fait d'avoir été président de ce comité me donne plus de légitimité encore pour l'analyser. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé, là, plus précisément, à être candidat à la mairie de Paris ? Parce que vous pensez, vous dites, tout est à faire, tout est à refaire, ou pour prolonger ce qui a été fait depuis 1977 ? Et je crois que 1977, comme vous y allez, vous voulez dire depuis l'accession de Jacques Chirac. Et d'ailleurs, je crois que cet été, vous avez beaucoup réfléchi à cette candidature et l'un de vos amis vous a donné 3 conseils. Pendant l'été, l'une des discussions importantes, c'était avec mon ami Edmond Baudouin, dessinateur, proche du Parti communiste et qui était sur les listes communistes aux européennes. Nous ne sommes pas dans la même famille politique, mais nous avons des discussions en confiance et nous sommes très amis. Et on a parlé de beaucoup de choses dans sa maison de Villars-sur-Vars. J'étais avec mes enfants, on a fait des promenades, on a parlé de la nature et de tout. Et les 3 grands conseils qu'il m'a donnés en politique, parmi les meilleurs conseils qu'on m'ait jamais donnés: premièrement, ne continue la politique que si tu veux vraiment changer les choses. Deuxièmement, ne te lance dans cette aventure municipale que s'il n'y a pas une once de rancœur en toi, mais que tu le fais pour construire. Et troisièmement, utilise des mots que les gens comprennent, et pas des mots politiques galvaudés creux. Alors, justement, par ces 3 conseils, qu'est-ce que vous avez répondu ? Comment vous avez réfléchi à ce qu'il vous a dit ? Est-ce que vous considérez pouvoir répondre oui, ces 3 conseils ? Je les fais miens
et je vais jusqu'au bout. Ces 3 conseils, je les fais miens et j'irai jusqu'au bout. Et en particulier, si je me présente aujourd'hui, c'est pas dans une démarche de rébellion contre un processus d'investiture de mon parti, c'est pas pour attaquer tel ou tel, c'est pas pour une question de revanche, c'est bien pour construire. Vous avez vu tout à l'heure, on l'évoquait tout à l'heure, la dame qui m'a abordé au pied de l'immeuble en me disant allez-y, tenez bon, beaucoup de monde compte sur vous. Ça a été un élément majeur dans ma décision cet été. Avant de me demander est-ce qu'on y va ou pas, avant de décider, j'ai analysé est-ce que mon équipe est prête à partir, est-ce qu'on va pouvoir récupérer des fonds hors parti, est-ce qu'on va avoir de l'expertise qui viendra, et puis surtout, est-ce qu'il y a du soutien populaire. Et d'entendre dans les rues de Paris, tout le temps, 30 fois par jour peut-être maintenant, ces conseils, allez-y, on compte sur vous. J'ai trouvé que c'était la plus forte forme de légitimité qui se pouvait. Alors, on compte sur vous, et si on compte sur vous aussi, c'est parce que les gens, les Parisiens, attendent que vous leur précisiez un peu ce que vous voudriez faire en tant que maire de Paris. Alors, je sais qu'il n'est pas temps encore pour vous de présenter votre projet, mais sans doute de présenter un certain nombre de directions, de pistes qui pourraient être celles mises en œuvre par le maire de Paris, Cédric Villani. Donc ce serait quoi, par exemple? Il y a un certain nombre de sujets qui intéressent les Parisiens. Donc la ligne Villani en matière de logement, transport, propreté et sécurité. Logement. L'un de vos concurrents, par exemple, Gaspard Ganser, il vise 10 000 nouveaux logements par an dans la capitale. Est-ce que c'est possible? Ça, qu'est-ce qu'il en est en ce qui concerne les locations d'appartements à Paris? Comment vous faites pour faciliter l'accès et à la propriété et au domaine locatif? Gaspard Ganser est de ceux qui pensent qu'il est important de continuer à densifier Paris. Et je fais partie de ceux qui pensent qu'une densification excessive n'est pas la chose dont notre capitale a besoin. Avec 20 000 habitants au kilomètre carré, Paris est l'une des villes les plus denses du monde. Et aucune grande métropole occidentale n'a ce niveau. Et je crois que aujourd'hui, les questions du logement ne pourront pas se résoudre si on ne replace pas les choses en grand. Si on réfléchit dans les 100 km². En grand, c'est-à-dire dans le cadre du Grand Paris. C'est-à-dire dans le cadre du Grand Paris. Et j'anticipe un peu, mais sur ces questions, sur toutes les questions que vous avez évoquées, on a besoin de réfléchir en grand et de poser le débat aussi. De la même façon que pour la construction européenne, il faut poser le débat. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble à la grande échelle de l'Europe? Il faut arriver à poser le débat. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble à l'échelle de la métropole parisienne? Et dans la construction, ce qui implique d'ailleurs une vision en termes de transport. Ce qui implique une vision en termes de transport. Comment croire, et ça a été l'une des erreurs de la municipalité actuelle, comment croire qu'on peut régler les problèmes de transport de la capitale en raisonnement seulement à l'échelle de la capitale à l'intérieur du périphérique, sans tenir compte de la banlieue, de la couronne. Quand on sait toute l'importance des mouvements tous les matins de Paris à la couronne, de la couronne à Paris, de couronne à couronne, le périphérique aussi a son rôle à jouer là-dedans, il faut replacer le problème plus largement. Et dans la construction du programme, ça va se faire avec des experts, ça va se faire avec les citoyens. La méthode que j'emploierai toujours, ce sera le dialogue entre politique, experts et citoyens, sans oublier une seule de ces éléments. Dans la construction, dans la mise au point du programme dans les mois qui viennent, on va l'organiser autour de 4 grands débats. Premier débat, ça sera sur Paris en grand. Qu'est-ce qu'on veut faire pour la métropole? Comment on organise la coordination entre Paris et les communes alentours et les départements alentours et la région? La deuxième, et ça a des influences sur la sécurité, parce qu'il y a souvent des problèmes de sécurité qui se passent à la transition entre Paris et la banlieue. C'est là qu'on trouve aussi des camps de migrants, c'est là qu'il y a beaucoup de choses à revoir sur la continuité, mais c'est aussi des questions de logement, des questions de circulation, des questions de pollution. Premier, Paris en grand. Deuxième débat, ce sera Paris pour tous. Comment on fait en sorte que tout le monde puisse vivre à Paris? La question du reste à vivre, du pouvoir de vivre dans un contexte de logement extrêmement cher. Comment est-ce qu'on organise la solidarité entre générations, la sécurité, qu'on se sente bien, qu'on se sente en sécurité et pas agressé. Troisième grand débat, ce sera celui de Paris des transitions. Comment on organise la transition écologique, la transition technologique, la transition démocratique dans un monde qui a besoin de tout cela. Et quatrième grand débat, le pari de l'avenir. Comment on fait en sorte que nos enfants aient accès à une éducation de qualité, puissent prendre en main leur avenir, comment on travaille sur la recherche, sur l'innovation.
tous les problèmes que vous évoquiez, ils trouveront leur place à l'intérieur de ces 4 grands débats qui seront organisés dans tous les arrondissements et de façon centrale aussi. Logement, vous disiez, Gaspard Ganzer sur Fourvois, il ne faut pas créer 10 000 logements. En résumé, ce que vous avez dit, 10 000 logements nouveaux par an. Est-ce que ça veut dire que c'est plutôt un bien pour Paris qu'un certain nombre d'habitants, des milliers d'habitants, quittent Paris d'une année sur l'autre ? C'est un problème que Paris a une démographie qui baisse et surtout ce sont les jeunes qui partent. On a chaque année des milliers de jeunes en moins dans nos écoles. C'est un problème. Un Paris qui est moins jeune, c'est aussi un Paris qui est aussi trop cher. C'est un Paris qui va être déserté par nos étudiants, par nos artistes, par nos créatifs. Et on a besoin par les classes moyennes également, puisqu'ils ne peuvent pas accéder au logement. Bien sûr, qui n'accéderont pas au logement social. Et je voudrais ajouter quelque chose. Et pas seulement social. Absolument. J'ajoute que à Paris, nous avons bien sûr une tension autour de Airbnb très décriée qui atteint plus certains quartiers que d'autres, en particulier le centre. La réglementation à Paris est plutôt laxiste, avec 120 jours par an autorisés pour Airbnb, beaucoup plus que d'autres métropoles, et en plus elle n'est même pas toujours appliquée. Il y a là du réservoir. Par exemple à Bordeaux, il faudrait se calquer sur le modèle. Bordeaux est une de nos villes modèles. Évidemment, c'est beaucoup plus petit que Paris, beaucoup moins de tension, mais c'est une ville dont la douceur de vivre est réputée. C'est une ville qui aussi fait matière en termes d'attractivité. J'ai eu l'occasion de longues conversations avec Alain Juppé sur qu'est-ce qui avait dans son mandat rencontré le succès à Bordeaux et les raisons de cette belle transition. Un dernier mot sur les logements, et c'est un sujet qui revient régulièrement, mais à garder en tête. Il y a plus de 200 000 demandeurs de logements pour Paris, mais il y a aussi 200. Quand vous ajoutez les résidences secondaires et les résidences vides, les appartements vides à Paris, vous trouvez le même genre. Plus de 200 000. Alors justement, c'est un sujet qui va être traité dans le cadre de la campagne municipale. Ces logements vides, des centaines de milliers de logements vides. Qu'est-ce que vous faites ? Vous imposez aux propriétaires de les louer. Vous les taxez, qu'est-ce que vous faites ? Alors, dire là, maintenant, ok, je vais imposer, je vais taxer, je vais réquisitionner ou qui c'est quoi, c'est la mauvaise méthode. Aujourd'hui. Mais ça veut dire qu'il faut faire quelque chose. Est-ce que vous excluez une taxation ? Est-ce que vous excluez la réquisition ? Pas de dogme, pas de tabou. Aujourd'hui, tous les sujets politiques, on les met en débat. Et on interroge les experts et on interroge les citoyens. Et si on croit qu'une élection, aujourd'hui, c'est un débat dans lequel on fait un concours entre telle et telle proposition sans avoir pris le temps de les mettre sur la table et de les discuter, on se trompe. Au XXIe siècle, un débat, ça se fait avec les experts, ça se fait avec les citoyens. Et un projet, ça se fait en combien de temps ? Et un projet, ça se construit en gardant en tête que l'élection est en mars. 5 mois. Il nous faut avoir un programme complet, chiffré, détaillé, le budget et tout ce qu'on veut en janvier. Et nous aurons entre octobre et décembre le temps d'organiser, ça sera beaucoup d'énergie, mais le temps d'organiser le débat comme il le faut, avec les citoyens. Toute ma philosophie en politique, c'est de me mettre au service des citoyens et de mettre tout ce que j'ai pu rencontrer comme savoir technologique, scientifique, comme expertise, au service des citoyens, et d'en être de même des experts. Donc votre projet sera prêt en janvier, donc que ce soit en matière de logement, de transport, de sécurité, d'écologie, d'environnement, de technologie. Là, et en particulier sur écologie, bien sûr, la transition que tout le monde attend, car l'enjeu majeur du XXIe siècle. Programme détaillé et tout cela en janvier, mais on aura bien avant, dès octobre, un projet avec toutes les grandes orientations, bien sûr. Alors on poursuit sur Paris. Certains qui donc ont regardé de près votre entrée en campagne considèrent que cette entrée en campagne n'a pas été rassurante, et même certains disent vous n'êtes pas rassurant. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces détracteurs ? Villani, pas rassurant. Qu'ils viennent discuter avec moi et ils seront rassurés. Ça m'est arrivé de rencontrer plein de monde aujourd'hui. Tous les profils. Depuis des petits commerçants jusqu'à des hauts fonctionnaires, des banquiers, des ingénieurs. Et à chaque fois qu'ils me disaient on s'inquiète par rapport à votre entrée en matière, ou vous n'êtes pas un politique ordinaire, etc. On vous l'a dit ? Et où c'est plutôt, on se demande ce que vous allez faire. À chaque fois, j'ai pu les rassurer et leur montrer que tout est bien réfléchi, que dans l'équipe, j'ai avec moi tous les talents, toutes les compétences qu'on peut imaginer, et qu'il y a une capacité d'écoute qui est une des marques de fabrique aussi de notre équipe, et des militants partout sur le terrain. On va avoir des milliers de militants qui seront là dans Paris pour aider à tracter, à passer les messages,
Et tous ces militants, on va s'appuyer sur eux dans une démarche très démocratique avec à chaque fois des votes de confiance pour les listes et une façon de faire horizontale. Ça veut dire quelque part, c'est un peu le modèle Macron à la présidentielle. Et je me suis engagé dans la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron en 2017 parce que ça répondait bien à des aspirations que j'avais moi-même et que j'avais portées dans le cadre du militantisme européen avec moins de visibilité que les élections nationales. Et ces convictions, c'était la volonté de voir les choses en grand tout en travaillant localement, tout en étant dans une démarche très démocratique et rapprochant les experts des citoyens. Et j'ai retrouvé cela en 2017 et cela reviendra aussi dans ma campagne. Beaucoup des personnes qui étaient dans mon meeting de pré-campagne au 4 juillet dernier au Théâtre du Gymnase me l'ont dit. On a ressenti de la même émotion qu'on avait en 2017 lors de l'élection présidentielle. Et le président, quand vous l'avez vu quelques jours avant la tenue de la commission d'investiture, il vous a dit quoi et vous lui avez dit quoi ? J'ai assuré le président, d'abord ce qui se dit, ce que le président me dit reste, pour moi, reste entre nous. J'ai assuré le président que la démarche que je m'apprêtais à faire n'était pas tournée contre lui. En fait, c'est une démarche qui n'est faite contre personne. C'est une démarche qui est faite au service des citoyens, en liberté. Et alors, justement, on parle d'En Marche, on parle du président, on parle de la stratégie présidentielle du candidat Macron. Est-ce que vous considérez qu'un accord est encore possible avec Benjamin Griveaux ? En clair, est-ce que en mars prochain, il y aura toujours 2 candidats ou il n'y en aura qu'un seul, un seul candidat d'En Marche ? Ce que je peux vous dire, c'est que nous candidatons, mon équipe est en marche pour gagner en mars prochain. Mais est-ce que vous pensez que vous pouvez arriver à un accord avec Benjamin Griveaux ou pas ? Aujourd'hui, là maintenant, le temps des accords n'est pas venu. Mais il peut venir. Aujourd'hui, chacun se construit et bien sûr, nous sommes dans une démarche d'ouverture, mais une démarche qui est faite pour gagner. Démarche d'ouverture, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on prend le temps de discuter avec les uns et les autres. Et est-ce que vous irez jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au premier tour, ou, puisque c'est des questions qu'on se pose, que se posent même vos électeurs, les sympathisants d'En Marche, ou est-ce que ce sont, ce qu'on dit communément, c'est peut-être les sondages qui vous départageront ? Alors, avec Benjamin Griveaux ? Il ne faut pas apporter trop d'importance au sondage, comme on le sait, surtout dans une élection parisienne qui a une complexité 17 extraordinaire. 17 arrondissements, une prime majoritaire qui met une pression très forte pour des fusions de listes entre le premier et le second tour, un suffrage indirect, bref, une très grande complexité que les sondages reflètent très mal. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne fais pas campagne pour faire perdre une famille politique, je fais campagne pour gagner et pour que les valeurs que je défends, les idées que je veux mettre en place soient bien représentées à Paris et pour mettre le projet au service des citoyens. Quand vous dites « je ne fais pas campagne pour faire perdre une famille politique », c'est-à-dire votre famille politique, la famille du président Macron et le mouvement En Marche, est-ce que ça veut dire que si à un moment donné vous vous dites « si je continue, je peux faire perdre ma famille », vous pourriez renoncer ? Comme vous le savez bien, aujourd'hui, là, quand on se lance en campagne, on ne parle pas de renoncement. On parle de victoire et on se donne toutes les conditions pour pouvoir gagner. Parce que c'est la même question qui peut être posée à Benjamin Griveaux. C'est le jeu démocratique. Ouais. Vous savez, il y a différents candidats et chacun expose sa façon de gagner. Et la mienne sera toujours dans l'écoute et dans la prise en considération très forte des citoyens. Et Emmanuel Macron, à qui vous avez dit « je ne suis pas là pour faire perdre aussi ma famille politique », et donc votre camp, si un jour il vous disait « il faut renoncer », qu'est-ce que vous pourriez lui répondre ? La démarche, comme je vous le disais, la plus importante dans cette démarche, c'est l'attente qu'il y a des citoyens. Vous avez vu les sondages d'entrée en campagne. Vous avez vu le 15% que j'ai obtenu plutôt dans les sondages. Le 15% qui, pour un candidat hors parti, est, je pense, inédit. C'est un résultat qui a beaucoup surpris par sa force. Et je pense que ça traduit bien le fait qu'il y a une attente. Et je vous renvoie. Vous sentez une dynamique autour de vous ou pas ? Il y a une dynamique qui se sent très fortement, surtout sur le terrain. Vous avez été témoin tout à l'heure de cette dame qui m'a abordé en me disant « allez jusqu'au bout, on compte vraiment sur vous ». 5 minutes avant, c'était une famille qui m'avait dit la même chose dans un café. Et ça, je l'entends toute la journée. Mais alors, il dit ça, quand vous les entendez parler, moi j'ai entendu cette dame, j'ai bien entendu, il vous dit ça parce
que quand vous réfléchissez à ce qu'on vous dit, est-ce qu'ils vous disent ça parce qu'ils se disent il faut pas que ce soit Griveaux, ou ils se disent il faut pas que ce soit Hidalgo? Vous savez, les uns, les autres ont des motivations différentes, mais moi j'entends surtout ce qu'ils disent pour moi. Et j'aime pas considérer qu'une élection c'est contre un tel, c'est pour quelqu'un. Alors, vous avez... Et ici, en l'occurrence, avec un profil venant de hors de la politique qui, aux yeux de beaucoup, a des avantages importants. D'abord, quelqu'un comme moi qui arrive sans s'être abîmé dans des querelles à taper sur l'un, taper sur l'autre. Vous pensez vous faites une allusion à Benjamin Griveaux? Taper sur l'un, taper sur l'autre. Je fais une allusion sur la classe politique en général. Tout le monde peut voir que je suis, dans tous les candidats en présence, celui qui vient du monde extérieur, celui qui n'a pas passé toute une carrière en politique. Et les gens... Et d'ailleurs, c'est dur de passer d'une carrière de scientifique de premier plan, quasiment, puisque ça n'existe pas, le prix Nobel en ce qui concerne les mathématiques, vous êtes quasiment un prix Nobel français. C'est difficile de passer de cette carrière de scientifique de renommée internationale à la vie politique. C'est d'une très grande complexité. Mes collègues scientifiques m'avaient dit ne le fais pas, ne va pas en politique. Et d'ailleurs, en 2017, je ne me serais pas présenté aux élections législatives s'il n'y avait pas eu un concours de circonstances, une fausse nouvelle annonçant que j'étais candidat alors que ce n'était pas le cas et qui me portait à envisager sérieusement les choses. Et 3 ans après, heureusement que je l'ai fait. Heureusement que je l'ai fait. Il y avait toutes sortes de raisons qui m'auraient poussé spontanément à ne pas le faire. Parce qu'il y avait encore du travail à faire en tant que directeur d'institut, tout un institut à diriger et à pousser pour de grands projets de rénovation. Parce qu'il y avait plein de coups à prendre en termes de réputation. Quelqu'un me l'a dit, beaucoup de gens me l'ont dit. Vous passez d'un monde où vous êtes très très reconnu et vous n'avez pas de coups à prendre. Tout le monde vous aime quand vous êtes scientifique. À un monde où il y a tellement de coups à prendre. Mais il n'y avait pas beaucoup de choses à faire aussi en matière de recherche mathématique? Beaucoup de choses à faire. Vous perdez pas de temps comme ça en ayant abandonné les maths? Je vais vous dire, des scientifiques de grand renom, des grands mathématiciens, on en a en France et on en aura encore demain. La France, c'est le pays qui a le plus de médailles Fields rapportées au nombre d'habitants dans le monde et deuxième dans l'absolu après les États-Unis. La France est un grand pays de scientifiques. Mais des scientifiques... Et pourtant, selon les derniers chiffres, si je ne me trompe pas, l'école mathématique française est en baisse au niveau de son niveau. Alors, nos résultats scolaires ne sont pas à niveau et ça traduit en particulier un malaise enseignant qui est une de nos grandes inquiétudes pour l'avenir, une de mes grandes inquiétudes. On a besoin de dire à nos enseignants à quel point on compte sur eux et de les valoriser, combien ils sont importants pour construire la nation. J'ai travaillé là-dessus dans un rapport à l'Éducation nationale, un rapport au ministre Jean-Michel Blanquer, et je continuerai, que ce soit dans le monde scientifique ou dans le monde politique, à tout faire pour l'avenir de nos jeunes scientifiques. Pour ce qui est de ces grands scientifiques, ils sont là, ils pourront continuer, même sans moi. Mais un scientifique qui se lance en politique, il y en a très peu. Et on le comprend aussi. Je le vois dans la façon dont le traitement médiatique ne fait pas de cadeau. Chaque jour, je me lève en me demandant quel va être le nouveau guet-apens médiatique dans lequel vous en avez vu depuis le début de cette émission ou pas? Depuis le début de cette émission, je sais pas. Hier, il y en avait un, avant-hier, il y en avait encore un, et à chaque fois, on les voit. Et vous avez des pros. Ils regardent toutes vos vidéos en se demandant quelles sont les 15 secondes qu'on va pouvoir isoler, monter. Et vous savez quelle est, en tête, quand on réfléchit à ce que vous dites, parmi les grands scientifiques français de renom qui ont fait de la politique, il y a eu Claude Allègre. Ça n'a pas été une réussite. Claude Allègre n'a pas réussi à établir le dialogue et la confiance. Il n'a pas été élu, à la différence Claude Allègre n'a pas été élu, il n'a pas réussi à établir le dialogue. Il y a dans son mandat des avancées importantes. Je suis pas de ceux qui sont des tracteurs complets. Pour l'Institut Henri Poincaré que j'ai dirigé, il a joué un rôle important et positif. Mais Claude Allègre n'a pas su établir le dialogue de confiance avec les enseignants. Tout le contraire, je suis un homme de dialogue. Autre question, ce sera la dernière question politique, et après on viendra au sujet d'actualité. Vous parliez des sondages tout à l'heure. Vous arrivez donc en 3e position, même si votre score est élevé, 15% c'est élevé. 15% sans étiquette. Sans étiquette, enfin vous êtes toujours quand même en marge. Oui, mais voilà, 15% non soutenu, 15% voilà. Sur notre slogan qui est Vivons Paris. 3e position. Donc si vous êtes en 3e position, on sort du premier tour. Est-ce que vous pourriez faire alliance avec Anne Hidalgo et réciproquement, ou alors est-ce que vous soutiendrez Benjamin Griveaux qui arriverait alors en 2e position, ou est-ce que vous demandez aussi réciproquement à Benjamin Griveaux de faire la promesse de se désister en votre faveur s'il arrivait 3e? Alors, vous savez,
c'est la question avec qui on s'allie avant même d'avoir construit un projet, avant même d'avoir défini un programme. Je pense que c'est exactement ce dont les Français, les Françaises ne veulent plus. Ils veulent qu'on travaille pour eux, ils veulent qu'on mette de l'expertise au service des citoyens et qu'on avance. Et avant de se demander c'est quoi l'alliance avec un tel et un tel, la question qu'on peut poser, c'est dans quelle direction on va faire bouger la capitale. Est-ce que vous pourriez faire alliance avec une alliance? Je vous réponds, aujourd'hui, le moment, c'est la construction du projet, du programme, et c'est là-dessus qu'on va se concentrer dans les mois qui viennent. Et ces questions, qu'est-ce qui va se passer au soir du premier tour, elles viendront après. Mais vous dites pas, il est hors de question que je fasse alliance avec Anne Hidalgo. Ce que je dis, c'est que je m'en retiens encore là. Nous sommes là pour construire le meilleur projet pour la ville et pour l'emporter. Alors, le président Macron a lancé un débat sur l'immigration et il considère que toutes les mobilisations de notre... Excusez-moi, c'était un autre dossier. Pardon. Je voulais parler de l'environnement et de l'implication de Greta Thunberg en matière d'environnement. Il considère que toutes les mobilisations de notre jeunesse ou des moins jeunes sont utiles, mais il faut qu'elles se concentrent maintenant sur ceux qui sont le plus loin et qui essaient de bloquer. Est-ce qu'il a eu raison, Emmanuel Macron? En clair, est-ce que Greta Thunberg se fourvoie? Moi, je suis un des admirateurs de Greta Thunberg. Évidemment, Greta a parfois cet excès d'émotion qu'on lui a vu. Elle en fait trop ou pas? Et est-ce qu'on en fait trop autour d'elle? Greta, je vais vous dire, pendant des années et des années, on a dit on n'écoute pas assez les scientifiques n'arrivent pas à se faire entendre. Arrive Greta Thunberg qui dit écoutez les scientifiques. Et malgré toutes les caricatures, c'est ça, le cœur de son message. Je l'ai vu à l'Assemblée nationale, quand on l'a invitée. Elle était assise à côté de Valérie Masson-Delmotte, grande scientifique française du GIEC. Et Greta Thunberg a rappelé quelques faits et a passé la parole à Valérie Masson-Delmotte en disant « Écoutez la voix des scientifiques ». Elle s'est effacée humblement derrière les scientifiques. Alors, si une force politique arrive aujourd'hui à faire réagir la jeunesse, à faire réagir le monde en focalisant l'attention sur les scientifiques, je dis, on en a besoin. Et vous dites, elle fait du bon boulot, entre guillemets? Et Greta Thunberg est arrivée à attirer l'attention de façon très importante sur le réchauffement climatique, sur le GIEC, et à nous secouer. C'est une génération qui nous tiendra comptable d'un bilan si nous ne parvenons pas à réagir face au dérèglement climatique. Alors, le débat sur l'immigration devait avoir lieu demain à l'Assemblée nationale. Il est reporté du fait des obsèques de Jacques Chirac, qui est un débat préempté par Emmanuel Macron, qui considère que la France ne peut pas accueillir tout le monde si elle veut accueillir bien. Est-ce que vous l'approuvez? Et comment vous insérez à l'intérieur de ce débat sur l'immigration? L'immigration est un des sujets qu'il faut aborder avec humanité, avec toute la conscience de la responsabilité de la République, avec des institutions auxquelles nous devons faire confiance, avec des procédures qui doivent être aussi humaines, aussi efficaces que possible, qui ne doivent pas traîner, qui doivent aussi permettre... Mais est-ce que ça veut dire que vous approuvez Emmanuel Macron quand il dit qu'il veut croire en un vrai en même temps sur la politique migratoire, ou vous dites il va trop loin, il va du côté de la droite? Pour l'instant, Emmanuel Macron a appelé un débat. Ou plutôt de la droite de la droite. Position. Oui. Il a appelé un débat, le débat est la base de la démocratie. Il a appelé un débat, par exemple, sur les prestations sociales. Est-ce qu'il a raison de lancer ce débat ou pas? Je n'ai pas l'impression que pour l'instant on a parlé de l'aide médicale d'État. Je n'ai pas l'impression que l'aide médicale d'État soit fourvoyée. On a besoin d'accueillir et de traiter dignement les humains quand ils en ont besoin. Et nous allons instruire le débat avec la plus grande sérénité possible. Est-ce que vous considérez par exemple, parce que ça a l'air d'être ce que pense le président Macron et sans doute aussi le Parti En Marche autour de lui, que l'immigration est une priorité? Vous le savez, je ne suis pas représentant du Parti En Marche. Et non, mais c'est pour ça que je vous pose la question. C'est pour ça que je pose la question. Est-ce que vous avez l'impression que l'immigration est une priorité des Français et éventuellement des Parisiens, puisque vous êtes candidat à Paris? Dans les Parisiens, c'est très clair ce qu'ils disent, ce qu'on entend. Ils ne veulent plus voir dans la rue des situations de détresse inquiétantes. On m'en a parlé encore hier. Une dame me disait, c'est pas possible quand je vois des jeunes enfants mendiants dans la rue, ils devraient être à l'école, ils se retrouvent l'été, l'hiver, dans une situation qui est juste impossible. Ça nous montre bien qu'il faut agir davantage. Quand vous avez ces camps dans des conditions indignes qu'on retrouve aux portes de Paris,
qu'on retrouve au nord de la capitale, quand vous voyez ces situations humainement inacceptables, ça vous montre qu'il faut réagir. On parle de 2500 personnes, on parle de milliers de personnes en tout cas qui sont sans abri à Paris, on parle de 2500 migrants. On a besoin d'agir mieux. Autre débat, Cédric Villani, débat sur la laïcité à l'école qui a été relancé suite à la publication par la FCPE, la Fédération des parents d'élèves, d'une affiche représentant une femme voilée avec un enfant et ce texte « Oui, je vais en sortie scolaire et alors, la laïcité, c'est accueillir à l'école tous les parents sans exception. » Une affiche, il faut le préciser, à visée électoraliste puisqu'elle s'insère dans le cadre de la campagne de la FCPE en vue des élections prochaines de leurs représentants. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que vous approuvez, par exemple, Jean-Michel Blanquer, quand il estime, je le cite, cette fédération de parents d'élèves a été fondée sur la laïcité, donc c'est extrêmement paradoxal, je pense que c'est une erreur. Est-ce que vous pensez que c'est une erreur de faire une campagne électorale autour de ce thème et avec cette affiche ? Je pense que nous avons besoin de sérénité. Laïcité. Oui, mais est-ce que la FCPE fait preuve de sérénité ? Je n'aurais pas fait campagne avec la même affiche. Pourquoi ? Ça vous choque ? Je vais pas dire quelque chose me choque ou pas, mais on a besoin d'apaiser et on a besoin de laisser les Français ensemble, apprendre à vivre ensemble tous les uns et les autres. Et bon sang, la France est un pays qui s'est enrichi de tout ce que le monde entier a pu lui apporter. La France est historiquement une terre d'immigration. Quelque part, vous êtes aussi un Français au sang mêlé, Cédric Villani. Bien sûr. Dans mes ancêtres, il y a de l'italien, il y a du grec, il y a de l'allemand. Et puis mes parents sont nés en Algérie. Il y a toute une histoire du monde dans nos racines à tous. Et ça a été l'un des grands atouts de la France par rapport à son influence artistique, par rapport à la vie des idées. Vous savez que vous parliez tout à l'heure des performances de la France en matière de sciences. Vous savez que 3 des 4 dernières médailleuses françaises sont nées hors de France. Et ça a fait partie de notre force. Je crois que juste avant vous, il y avait Laurent Schwartz, si je ne me trompe pas. Oula, Laurent Schwartz, c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps, l'un des prédécesseurs. Non, mais je pense à Wendelin Werner, qu'il a eu avant moi. Je pense au franco-brésilien Arthur Avila. Je pense au franco-vietnamien Ngo Bao Chao. Après moi, il y a eu mon ancien élève Alessio Figali. L'immigration digne est une chance pour la France. Et nous devons nous rappeler que la France est un creuset et il y a d'autres pays. Dans ce contexte, je dois évoquer aussi l'un des pays mondes qui ont le plus bénéficié d'avoir des apports venant du monde entier, c'est Israël, bien sûr. Alors justement, 2 dernières questions. Israël. Vous connaissez Israël et le Proche-Orient. Israël est un pays dans lequel j'ai été à de multiples reprises. Et vous avez notamment échangé avec des scientifiques et des mathématiciens israéliens. Et d'autres d'ailleurs, de cette région du monde. Beaucoup. Alors non seulement, et puis je me suis retrouvé dans les comités avec des personnalités incroyables. Je pense à la prix Nobel Ada Yonad, je pense à Adi Shamir, le très grand nom de la cryptographie. Je pense à Dan Schertman. Donc des Israéliens, oui. Tellement, j'en ai vu tellement, avec souvent leur esprit de contradiction exceptionnel, leur façon originale de voir les choses. Ouvert à la critique. Oh là là, tellement ouvert au débat, tellement ouvert à la critique. La politique israélienne. Alors, c'est ça dont vous parlez. Ça dépend des interlocuteurs, mais ce qui est sûr, c'est qu'en Israël, il y a aussi un débat d'idées qui est très fort et très ouvert. Et qui intéresse le scientifique. Des bases de la démocratie. Qui intéresse le scientifique que vous êtes. Oui, j'ajouterais que je suis fier d'avoir reçu la Moshe Flato Lecture de l'université Beersheva, ainsi que la Elisha Netanyahu Lecture de l'université de Tel Aviv. J'ajoute que l'ouverture et l'écoute est l'une de mes caractéristiques fondamentales aussi quand je vais dans cette partie du monde et que j'ai mis un point d'honneur à enseigner non seulement en Israël mais aussi en Palestine. Il reste 2 minutes. Quelle est pour vous l'équation, puisque vous êtes mathématicien, l'équation de la paix dans cette région du monde en 30 secondes? Ouverture, écoute. Oh là là, on a besoin de tellement et tellement de discussions et de faire des choses ensemble. Vous avez peut-être entendu parler de ce projet d'accélérateur de particules dans le Proche-Orient où des nations qui sont en très grande tension coopèrent les unes avec les autres. Faire des choses ensemble, ça a toujours été la base pour apprendre à s'apprécier, à se respecter. Et dernière question, cette veille de Nouvel An juif. Ah oui, Shana Tova, l'an 5780, 5780, est-ce que, et merci de ces vœux de bonne année, de nouvelle année, est-ce que vous comprenez l'attachement des Juifs français à Israël? Ô combien. Un pays fascinant, un pays
un pays exemple. Je cite souvent cet ouvrage de Dan Kahneman, le prix Nobel d'économie, et tout ce qu'il raconte sur l'expérience que lui a permis la construction de l'État d'Israël, arrivant dans des postes variés, une démocratie jeune, dans laquelle on trouve des grands scientifiques faisant carrière dans des postes militaires, et la façon dont les mondes interagissent les uns avec les autres qui amène à de la nouveauté. Merci en tout cas Cédric Villani d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J. Bonne année. Shana Tova 5780 à tous nos auditeurs et à dimanche prochain. Merci. Frédéric Azida.